Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la Côte d'Ivoire, où les populations sont appelées aux urnes demain samedi 31 octobre 2020 pour élire le président de la République. Et déjà, les observateurs de la CEDEAO sont sur place pour suivre le déroulement du scrutin. Hier jeudi, ils ont eu une séance de briefing avec le chef de la mission, Cheikh Adjibou Soumari, et une rencontre qui a permis aux observateurs électoraux venus des 15 pays de la communauté de mieux s'informer sur le contexte politique et sécuritaire du pays. Vous aurez le compte rendu dans cette édition. Au Bénin, le préfet du département du Zou est allé au contact des réalités du centre hospitalier départemental Goro d'Abomey. Firmin Aimé Couton est allé voir surtout les conditions de travail du personnel de l'hôpital. Cette visite, Imet Elena Moussou nous le dira, fait suite à des rumeurs et plaintes récemment enregistrées de la part de certains usagers. Du coup, des instructions ont été données sur place afin que les prestations soient améliorées. Et puis, moment de soulagement pour les handicapés et pensionnaires du centre de formation professionnelle de Peporiakou. Ils viennent de recevoir leurs attestations de fin de formation après 2 ans de formation assidue. Et pour faciliter leur insertion socio-professionnelle, ils ont bénéficié de l'appui du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, nous dirons Abdou Saab Idrissou et Alassane Arouna de notre antenne régionale à Takora Donga. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. La Côte d'Ivoire pour ouvrir cette édition, et c'est pour évoquer l'élection présidentielle. Le scrutin a lieu demain samedi 31 octobre 2020. Et déjà, les observateurs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sont sur place pour suivre le déroulement des opérations. Hier jeudi, ils ont eu une séance de briefing avec le chef de la mission, Cheikh Adjibou Soumari. Une rencontre qui a permis aux 90 observateurs électoraux venus des 15 pays membres de la communauté justement de mieux s'informer sur le contexte politique et sécuritaire du pays ainsi que les enjeux de cette élection présidentielle. Le point de cette séance avec nos envoyés spéciaux à Abidjan, Idrissou Boukari et Elvis Donoukoin. Ils seront les témoins du déroulement de l'élection présidentielle ici en Côte d'Ivoire. Dans tous les bureaux de vote, ils seront là, présents, pour relever les insuffisances et rendre compte fidèlement au chef de la mission d'observation électorale. Ils sont les observateurs dépêchés par la commission de la CEDEAO pour suivre le processus électoral en toute impartialité. Les observateurs sont entretenus sur la tâche qui les attend et le défi qu'entend relever la commission de la CEDEAO, à savoir la tenue de cette élection présidentielle dans la transparence et dans un climat de paix. L'assistance électorale de la CEDEAO aux États membres trouve sa justification dans les dispositions de l'article 12 du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, de l'article 53 du cadre de prévention des conflits de la CEDEAO et de la décision souveraine de la conférence des chefs d'État et de gouvernement relative au déploiement en temps opportun des missions préélectorales et d'observation dans les États membres organisant des élections dans leur espace géographique. L'atmosphère politique et la situation sécuritaire restent très tendues depuis l'annonce de la candidature du président sortant Alassane Ouattara, candidat pour un 3e mandat, ce qui d'ores et déjà rend la tâche difficile pour la commission de la CEDEAO et ses observateurs. Mais le chef de la mission et le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO se montrent confiants et rassurés en tenant compte de la qualité des personnalités invitées à observer ce scrutin. Leurs attentes sont à la taille des enjeux de cette élection présidentielle. Bonne chance pour cette mission, je le répète, qui est très délicate, très sensible, et constitue un pari que nous allons ensemble gagner pour contribuer à la consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Je voudrais vous rassurer que toute la journée, je l'ai passée dans
les quartiers généraux de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des sapeurs-pompiers et des forces armées de Côte d'Ivoire pour leur rappeler 3 choses essentielles. La première, le rôle régalien qui est le leur, à savoir assurer la sécurité des populations, des institutions de la République et les autorités. Je leur ai rappelé la posture républicaine qui doit être la leur, en étant éloigné mais attentif à la chose politique et laisser les acteurs politiques gérer les affaires publiques de la nation. La troisième chose que je leur ai rappelée, c'est la nécessité de leur professionnalisme. Je voudrais, sur la base du cadre normatif appelé ci-dessus, transmettre les salutations de la CEDEAO à l'ensemble des candidats, à tous les hommes politiques, sans exclusive. Des institutions en charge de l'organisation des élections. Je les exhorte à continuer à créer les conditions favorables au succès du scrutin que nous voulons fiable et pacifique. Mesdames et messieurs, je mesure la délicatesse de notre mission, mais je sais qu'avec la richesse de la diversité de nos expertises et de nos expériences, nous allons relever le défi qui se dresse devant nous. Au terme de cette séance de briefing, la troupe du général Francis Bianzin se sent motivée et galvanisée. Chacun sait désormais ce qu'il attend sur le terrain. Ils sont aussitôt déployés sur l'ensemble du territoire national pour accomplir leur mission avec professionnalisme. Voilà, c'était un compte rendu signé Idrissou Boukari et Elvis Tonoukouen. Le scrutin, faut-il encore vous le rappeler, a lieu demain samedi 31 octobre 2020. Retour au pays pour vous dire que le chef de l'État a reçu en audience hier jeudi l'ambassadeur du Ghana au Bénin. Le diplomate ghanéen Aloé Léo Kaba, en fin de mission au Bénin, est allé faire ses adieux à Patrice Talon. Voici la substance de ce qu'il a déclaré à la presse à sa sortie d'audience. Suivez. Comment allez-vous? Thank you. Unfortunately, my friend, I came here on the 16th of August. Tout d'abord, j'aimerais rappeler l'amour qui a été manifesté à mon égard pendant ma fonction ici au Bénin. Et cela relève du fait que le Ghana et le Bénin sont les mêmes pays. Les peuples sont les mêmes. Il y a des Béninois qui vivent au Ghana et pareillement, il y a des Ghanéens qui vivent au Bénin. One of them was in agriculture, education. L'une des choses qui m'a aussi marqué pendant mon séjour ici au Bénin, c'est que le président béninois, son excellent Patrice Talon, a effectué une visite au Ghana. Et pendant cette visite, il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises, dont surtout la réactivation de la commission permanente mixte de coopération entre les deux pays. Le Ghana et le Bénin ont signé plusieurs protocoles d'accord dans plusieurs domaines, dont l'agriculture, la sécurité. Et le dernier protocole d'accord, c'est dans le domaine de l'aviation, afin d'assurer la connectivité entre les deux pays. J'aimerais aussi signaler qu'il y a beaucoup de Ghanéens qui poursuivent les études au Bénin. Pareillement, il y a beaucoup de Béninois qui poursuivent les études au Ghana. C'est une coopération qui existe entre les deux pays. Et pendant notre séjour, nous avons essayé de porter ça sur une nouvelle dimension. Aussi, il faut reconnaître que récemment, le président béninois, son excellent Patrice Talon, a supporté son homologue ghanéen pour être élu à la tête de la CEDEAO. Il faut aussi reconnaître que le Bénin a eu à supporter le Ghana pour que le Ghana puisse abriter le siège de l'accord de libre-échange. Et avec la présence du secrétariat de cet accord au Ghana, je pense que les relations entre le Bénin seront beaucoup plus boostées et les échanges entre les deux pays seront portés sur une autre dimension. Vous le savez très bien, le Bénin et le Ghana sont reconnus par le monde comme étant des flambeaux de la démocratie. À cet effet, des réformes ont été opérées de part et d'autre des deux pays afin d'enraciner la démocratie et la bonne gouvernance. Aussi, j'aimerais souligner qu'il y a beaucoup de réalisations dont j'ai été témoin pendant mon séjour au Bénin, surtout dans le domaine des infrastructures. Il y a aussi beaucoup de réalisations dans le domaine économique, parce que récemment, la Banque mondiale a eu à déclarer le Bénin comme étant un pays à revenu intermédiaire. Je pense que c'est une réalisation qu'il faut mettre à l'actif du gouvernement en place. Et à cet effet, je peux vous assurer, comme je l'ai dit au président Talon, si le Bénin continue sur cette même lancée, sous peu, le Bénin sera reconnu comme étant un paradis. En conclusion, il faut avouer que j'ai remercié le président Talon de son soutien durant mon séjour au Bénin et j'aimerais le féliciter à continuer sur cette même lancée parce que après son départ des affaires, on pourra quand même montrer ce qu'il a fait ici et là dans divers domaines. For the better our countries developing to support our people.
Voilà, c'était Aloé Léo Kaba, ambassadeur du Ghana au Bénin. En fin de mission. D'un palais à un autre, allons maintenant au palais de la justice, où l'audience solennelle de prestation de serment des magistrats nouvellement intégrés et nommés s'est tenue dans la matinée de ce vendredi, comme vous le voyez là sur ces images. Et sur 76 magistrats concernés, 23 relevant des tribunaux de première instance, de première et deuxième classe des juridictions du ressort de la Cour d'appel. L'audience présidée par le premier président de la Cour d'appel de Cotonou, Arsène Hubert Dadjo, a connu la présence du procureur général et du greffier en chef près la dite cour. Également présents les chefs des différents ordres d'auxiliaires de justice et surtout des parents triés ici sur le volet pour cause de Covid-19. Ces audiences, faut-il encore vous le rappeler, sont tenues à la même heure dans les cours d'appel d'Abomey et de Parakou pour le reste des magistrats répartis bien sûr dans les juridictions du ressort des dites cours. Suivez ici les mots d'exhortation prononcés par le premier président de la Cour d'appel de Cotonou, Arsène Hubert Dadjo, avant la réception solennelle du serment. C'est sur des propos recueillis par Eman Anyambosu et Moufid Saboua. Pour être devant la Cour, vous avez tout un chacun satisfait, outre les exigences académiques et professionnelles, à une enquête de moralité et à un examen médico-psychologique. Vous voici donc à la porte du corps auquel vous appartiendrez désormais. Acteurs principaux du monde judiciaire, les magistrats sont chargés d'instruire des dossiers, de rendre des décisions de justice conformément aux prescriptions légales en vigueur dans notre pays. Ainsi, pour ce faire, je vous recommande vivement de lire et de relire la loi numéro 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature, modifiée et complétée par la loi numéro 2019-12 du 21 février 2019 et la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, modifiée et complétée respectivement par la loi numéro 2018-13 du 2 juillet 2018 portant organisation judiciaire et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La loi numéro 2020-07 du 17 février 2020 portant organisation judiciaire en République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2018-13 du 2 juillet 2018 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ce faisant, vous prendrez pleinement la mesure des contraintes qui sont désormais les vôtres. J'ai la conviction que vous êtes conscient de l'engagement que vous vous apprêtez à prendre à travers un serment qui vous liera tout au long de votre carrière. Voilà, Hubert Dadjo, premier président de la Cour d'appel de Cotonou, sur des propos recueillis par Herman Anyambosu. Des images encore avec les travaux du colloque international sur la population et le développement qui ont pris fin dans l'après-midi d'hier jeudi à Cotonou. Après bien sûr 3 jours de réflexion, et au bout de ces 3 jours de réflexion, de nombreuses recommandations ont été faites au gouvernement pour leur permettre de mieux analyser l'impact sanitaire, économique, social et politique de la Covid-19 dans les pays à faible revenu. Les réflexions, faut-il encore vous le rappeler, ont tourné autour du thème mécanisme de résilience au choc sanitaire dans les pays en développement, cas de la Covid-19. La pandémie à Covid-19 toujours, mais son impact sur l'agriculture et la sécurité alimentaire au Bénin. À présent, le thème a fait l'objet d'un atelier national de formation en syndical. C'était à Grand Popo, dans le département du Mono, une initiative de l'UITA à travers le projet CO. Et le financement, lui, a été assuré par la Fondation Friedrich Ebert. On va faire le point ici avec Geoffroy Mentan et Florent Dou. Grand Popo, cité balnéaire et touristique du Bénin, située à 80 km environ de Cotonou, dans le département du Mono, accueille 3 jours durant des partenaires sociaux. Solidarité à jamais, solidarité. Solidarité à jamais, solidarité.
Venus des 4 coins du Bénin, ils représentent des syndicats affiliés à l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac, de Carine et des branches CONES et UTA, une organisation qui, à travers le Comité national des syndicats du Bénin, à elle affiliée, leur offre ici un espace de renforcement de capacité. Le thème de la formation est « Impact de la pandémie du coronavirus sur l'agriculture et la sécurité alimentaire au Bénin ». Qu'ils vous souviennent, chers camarades, que l'année 2008 a été marquée notamment par une crise alimentaire grave qui avait placé 12% des ménages béninois, soit plus d'1 million de personnes, en situation d'insécurité alimentaire et de vulnérabilité. Mais aujourd'hui, quel est l'état des lieux en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de droit à l'alimentation dans le contexte de la pandémie du coronavirus? Le présent atelier est initié pour nous permettre de faire une analyse responsable et critique de la situation dans le contexte qui est le nôtre au Bénin. En organisant cet atelier national de formation syndicale, l'IUTA veut permettre aux participants de mieux cerner et de bien défendre désormais ce droit humain qui est le droit à l'alimentation. Il y sera abordé des sujets liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, au droit à l'alimentation ainsi qu'aux réformes opérées dans le secteur au Bénin. Bien qu'il soit sacré et inaliénable, le droit à l'alimentation est peu connu et nous devons de le maîtriser pour pouvoir le faire valoir. Car, comme vous le savez si bien, un homme qui a faim n'est pas un homme libre et un homme qui n'est pas libre est improductif. Notre pays, le Bénin, a besoin d'hommes libres, imaginatifs, créatifs et productifs pour son développement harmonieux. C'est pourquoi nous vous invitons à suivre avec une attention soutenue les présentations qui vous seront faites par des personnes ressources bien avisées. L'atelier est organisé avec l'appui technique et financier de la Fondation Friedrich Herbert. Il doit déboucher sur la mise en place d'un comité de veille concernant la sécurité alimentaire et le droit à l'alimentation. Tout à fait. Du département du Mono, rendons-nous dans le zoo où le préfet a fait une descente cette semaine au centre hospitalier départemental Goro d'Abomey. Firmin Aimé Couton est allé échanger avec le personnel de l'hôpital pour s'informer des difficultés et des conditions de travail. Cette descente fait suite à des rumeurs et plaintes récemment enregistrées de la part de certains usagers. Les précisions avec Imet Hélène Amoussou. L'hôpital est une référence en matière de soins d'urgence et d'autres cas de maladies. Le centre hospitalier départemental du Zou, CHD Zou, a reçu ce mercredi la visite de Firmin Aimé Couton. Le préfet est allé échanger avec les agents qui s'emploient au quotidien à soigner les populations, celles malades qui présentent souvent des préoccupations ainsi que des pathologies aussi variées que complexes. L'hôpital dispose de 450 agents, dont 33 médecins. Et sur les 33 médecins, nous n'avons que 9 qui sont payés par l'État. Les 24 autres sont pris en charge sur fonds propres. À côté de ceux-là, nous avons 18 sages-femmes, 13 payées par l'État et 5 sur fonds propres pour animer la consultation prénatale, postnatale, la salle d'accouchement, la salle de dilatation et les hospitalisations. À la date d'aujourd'hui, la maternité dispose d'un seul gynécologue. La deuxième a bénéficié de quelques mois de congé de maternité. Au 31 septembre, la maternité a pu réaliser 5109 accouchements, soit 568 par mois. 1786 césariennes, soit une moyenne de 198 césariennes par mois. Longue d'environ 2 heures, cette présence du préfet fait suite à de récentes difficultés et multiples plaintes des usagers. Tout en félicitant le personnel pour le travail abattu, l'hôte a rappelé aux travailleurs leur devoir d'effort et de sacrifice. La notion du don de soi dans le service public a aussi été soulignée. Tout en reconnaissant vos mérites,
je vous demande de vous donner davantage. Et la raison pour laquelle vous devez le faire, je l'ai avancé un peu tout à l'heure, que le service public doit pouvoir fonctionner, doit pouvoir continuer, ne doit pas s'arrêter. Je voudrais m'intéresser particulièrement au personnel qui accueille, notamment les femmes, parce que ici, c'est ça la sensibilité. J'ai été informé récemment d'un événement qui s'est produit ici. Si mon choix est porté sur vos services dans l'hôpital, c'est d'ailleurs pour cette raison. Pour vous encourager. Et pourquoi pas qu'ensemble, nous puissions conclure ce contrat d'objectifs qui visera à prendre des engagements déterminants pour dire plus jamais ça ici. Entre compréhension, exigence, exhortation et remontrance, le préfet a tenu à mettre chaque agent face à ses responsabilités. Quant au personnel du service de la maternité, du bloc opératoire et de la pédiatrie, l'autorité a donné des directives, conseils et instructions fermes afin de réduire au maximum les plaintes, mais surtout prévenir de probables incidents malheureux. Santé et formation maintenant avec l'École nationale de formation des techniciens supérieurs en santé publique et en surveillance épidémiologique de l'Université de Parakou qui vient de mettre sur le marché de l'emploi des étudiants en fin de formation. Il s'agit de la 9e promotion de licence professionnelle. Ils ont reçu leurs attestations de fin de formation en milieu de semaine sous les yeux de Daryl Médégan à Fagla, dont voici le compte rendu. 51 étudiants de l'ENASE reçoivent ici leur parchemin après 3 années de formation en technicien supérieur de santé publique et en surveillance épidémiologique. Cette 9e promotion est ainsi mise sur le marché de l'emploi suite aux soutenances de mémoire. 2017 à 2020, ces jeunes gens ont suivi avec assiduité et sérieux leur formation à l'ENASE, formation dont l'aboutissement heureux de ce jour est le fruit de la conjugaison des efforts des uns et des autres. Les étudiants à la fin du cursus sont utiles dans bon nombre de domaines, notamment dans le système sanitaire, les municipalités et autres domaines du développement, où ils peuvent exercer, entre autres, comme biostaticiens, techniciens supérieurs en santé publique, attachés de recherche et j'en passe. Occasion pour les lauréats de reconnaître les mérites de leurs encadreurs. Ils décernent également un satisfecit aux autorités de l'Université de Parakou et promettent impacter le secteur de la santé au profit de la communauté. Le NADSE a fait de nous une puissante équipe et nous avons beaucoup appris les uns des autres. Nous sommes très reconnaissants envers Dieu de nous avoir rassemblés. Sachant que lorsque nous serons en poste, la communauté attendra beaucoup de notre part et nous nous engageons ici, aujourd'hui, à donner le meilleur de nous-mêmes pour répondre à ses besoins. Chers filleuls, quel que soit votre secteur d'activité, ayez l'esprit d'entreprise. Travaillez, 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 car le monde appartient aux vaillants. Parlez peu, agissez plus. Vous êtes encore dans la force de l'âge. Alors, ayez de l'audace, du courage et de l'imagination et vous réussirez. Face au faible taux de possibilité d'emploi au Bénin, le premier vice-recteur de l'Université de Parakou, représentant le recteur à cette cérémonie, plaide pour le recrutement des étudiants en fin de formation. Ceci afin que les compétences soient mises au service du développement national. Il s'agit de maintenir une masse d'agents de santé compétents et compétitifs en surveillance épidémiologique. Vivement que le gouvernement continue à marquer son adhésion à l'atteinte de cet objectif en ouvrant des postes de recrutement pour ce type de diplômés au profit du système sanitaire national afin que ces compétences soient mises au service du développement national. Cependant, la faiblesse du nombre de recrutements par rapport aux besoins réels des compétences dans ce secteur chez l'OEA n'enlève absolument rien à l'importance et à la pertinence de votre formation. C'est à vous que revient la redoutable tâche de vous faire valoir sur le marché de l'emploi pour vous imposer aux employeurs.
La cérémonie a pris fin par la remise d'attestation lauréat. L'ENATSE, créé en juillet 2008, a libéré un effectif total de 496 techniciens supérieurs en santé publique et surveillance épidémiologique. Voilà, il s'ouvre bien sûr les portes du marché de l'emploi. Et tout comme ces récipiendaires, les pensionnaires du centre de formation professionnelle des personnes handicapées de Pepuriakou ont aussi reçu leur attestation de fin de formation, et ceci après 2 ans de formation assidue. Ici, on parle de la 13e promotion formée dans plusieurs métiers de l'artisanat. Et pour faciliter leur insertion socio-professionnelle, ils ont bénéficié de l'appui du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Abdou Sabi Idrissou et Alassane Arouna nous font ici le point de cette cérémonie. L'acte final de 2 ans de formation est ici matérialisé par cette cérémonie de remise d'attestation de fin de formation de la 13e promotion des handicapés moteurs, visuels et auditifs du centre de formation professionnelle des personnes handicapées de Pepuriakou, formés en haute couture, le tissage de pagnes à pied et à main, le levage, le jardinage et la fabrication de savon liquide et provende. Les récipiendaires, au nombre de 38, entament dès ce jeudi 29 octobre 2020 une nouvelle vie, leur insertion socio-professionnelle. Nos apprenants vont entamer le processus d'insertion à la vie socio-professionnelle. Nous prions Dieu, les membres de nos ancêtres, de les soutenir afin qu'une fois retournés dans leur communauté, on puisse répéter tous ensemble: ils ont réussi à vaincre la fatalité. Vaincre donc la fatalité, telle est l'ambition des autorités à divers niveaux, plus que jamais engagées à promouvoir les droits des personnes porteuses d'un handicap. Vous voilà capable aujourd'hui de vous prendre en charge par le travail et non par la mendicité. Dans vos communautés, vous êtes devenus des personnes respectables, à même de contribuer à la production de la richesse. C'est pour atteindre donc cet objectif qu'ils ont reçu, en plus des attestations, du matériel de travail, composé entre autres de machines à coudre avec accessoires, de machines de tissage, de navettes, de canettes, de cônes de tissage. Ce matériel évalué à 6 millions de francs CFA, entièrement financé par le budget du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, va permettre aux bénéficiaires, tous issus des familles défavorisées, de s'auto-employer. Comme vous le constatez, mesdames et messieurs, ceci marque déjà le début d'un processus d'autonomisation progressive de nos apprenants. À travers cette action du gouvernement Patrice Talon, qui à travers les moyens financiers qui sont mis à la disposition du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, permet d'accompagner les apprenants à la vie socio-professionnelle, en particulier les personnes handicapées et les autres couches vulnérables. Les récipiendaires, par la voix de leur porte-parole, tout en témoignant leur gratitude à tous ceux qui œuvrent inlassablement pour leur épanouissement, prennent l'engagement de faire un bon usage du matériel mis à leur disposition. Nous vous promettons que les outils, les matériels que nous avons eus aujourd'hui, ici présents, nous allons les utiliser à long terme et même les multiplier. Pour permettre à l'assistance de toucher du doigt le génie créateur de la 13e promotion des apprenants du 10 centre créé en 1982, un échantillon de pagnes tissées a été exposé. La journée internationale de la fille, on en parle encore avec quelques jours de décalage. Plan international Bénin et son antenne régionale d'Adjoun. Là, nous sommes dans le département de Lomé. On célébrait l'événement hier jeudi, une célébration placée sous le thème « Liberté en ligne, les expériences des filles et jeunes femmes en matière de harcèlement en ligne ». Le point des manifestations dans ce compte rendu signé Emma Houdon. C'est la cour royale du roi central de la vallée que Plan international Bénin, antenne d'Adjoun, a choisi pour célébrer cette 9e édition de la Journée internationale de la fille. Que faire pour que la jeune fille ne soit plus harcelée via les réseaux sociaux? Comment la jeune fille doit se battre pour ses droits et s'affirmer dans la société? Et comment dénoncer toute forme d'abus et de violence?
Voilà autant de questions qui ont meublé cette journée dont le thème est « Liberté en ligne, les expériences des filles et jeunes femmes en matière de harcèlement en ligne ». Aujourd'hui, l'Internet est devenu un outil important dans la communication et dans le développement, le leadership de tout un chacun de nous. Ces filles-là ont commencé à être confrontées à d'autres défis qu'est l'harcèlement en ligne. Et donc le thème aujourd'hui, c'est comment faire pour que nos filles ne soient plus harcelées, ne soient plus intimidées sur les réseaux sociaux. Et profiter pour dire aux filles qu'elles ont le droit d'être sur les lignes et elles ont le droit et le devoir de dénoncer toute forme d'abus, toute forme d'harcèlement en ligne et toute forme d'harcèlement et d'abus hors ligne. Autorités politico-administratives et têtes couronnées se sont également prononcées sur la question du harcèlement en ligne afin de sensibiliser les jeunes filles. Quand on vous achète des téléphones portables, ce n'est pas pour des faits que vous connaissez que les autres font. Non. Vous devez savoir que le téléphone portable doit vous aider à améliorer vos connaissances. Si le téléphone portable cesse de jouer ce rôle-là dans votre vie, et le téléphone portable fait autre chose que cela, sachez que vous êtes déjà en train d'aborder la déviance. Nous savons tout ce qui se passe dans la cité. Et ils n'ont pas menti dans tout ce qu'ils ont dit, ça se passe réellement. Mais seulement, nous allons leur demander de nous aider, à les aider. Car la femme vaut mieux plus que l'or. Les différents messages de sensibilisation ont été bien captés par les jeunes filles d'Adioun qui ont saisi l'occasion pour faire des plaidoyers. Nous sommes harcelés dans la rue, nous sommes harcelés en ligne. Il nous est impossible d'y échapper. Le harcèlement nous poursuit jusque dans nos propres chambres. Ils disent qu'ils sauront nous trouver. Ils nous envoient des photos de nuit. Et quand nous nous déconnectons, cette violence ne s'arrête pas. Il n'y a pas moyen de la déconnecter. Tout cela nous donne l'impression d'être physiquement en danger. Et la situation ne fait qu'empirer quand nous élevons la voix et nous disons ce que nous pensons. Alors non, non et non. Nous n'allons pas nous taire pour porter plus ou porter moins. Pour cela, chacun doit agir en ce sens. Nos amis, nos familles, les pouvoirs publics et les communautés, ainsi que les entreprises de médias sociaux. Elles doivent utiliser leur pouvoir et leur potentiel incroyable pour nous protéger. En prélude à cette célébration, Plan International Bénin, antenne d'Adioun, a organisé un jeu concours radiodiffusé sur la JIFI 2020. Un jeu concours dont les 3 premiers des communes d'Adioun, de Bonou et de Dambo ont été récompensés au cours de cette commémoration. Voilà, c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain samedi, si Dieu nous prête vie. Bon début de week-end à toutes et à tous.